Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Au-delà du cockpit de l'année 2023. Donc, je suis rejoint par la voix de la communauté, Laurence. Bonne année Laurence. Bonne année à toi, bonne année à tous. Et aujourd'hui au programme, c'est un format un petit peu plus court pour 2023, plus condensé. Et ce mois-ci, eh bien, nous allons nous concentrer sur l'actualité militaire avec livraison ou pas de F-16 en Ukraine, livraison de Seeking, cela on les a vus, on a même des vidéos, en Ukraine toujours, des F-22 qui ont été observés avec des missiles RR en point externe, du F-117, le fameux F-117, premier avion furtif américain, eh bien, qui apparemment n'est pas tout à fait à la retraite. Et derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre, Laurence? Une vidéo surprenante au Danemark. Exactement, petite vidéo sympa d'attaque de base. Et on nous met tout ça juste après le jingle. Ces derniers jours, on parle beaucoup de livraison de F-16 en Ukraine. Où en est-on? Alors effectivement, les derniers à jouer, c'est les Pays-Bas, avec certains membres du gouvernement qui ont dit oui, on n'est pas fermé à la livraison de F-16 en Ukraine. Et dans la foulée, 24 heures après, un petit peu comme c'est l'habitude, je ne sais pas si c'est les médias qui sont derrière ça pour faire du buzz en permanence, mais c'est constamment, on va dire plein gaz, plein réduit. Plein gaz, plein réduit, ça fait 1 an que ça dure. Et donc là, apparemment, il n'y a pas de plan. Mais encore une fois, ça fait tous les titres de la presse. Donc on n'en est nulle part, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais bon, ça fait son chemin. Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'ils ont besoin de l'aval des Américains, c'est ça? Exactement, donc à partir du moment où tu achètes un avion de chasse américain F-16, eh bien derrière, pour le revendre à quelqu'un d'autre, même le livrer à quelqu'un d'autre, il faut la bénédiction des États-Unis. Ça fait souvent partie des clauses dans les ventes de contrats d'armement, de manière à ce que des F-16 ne se retrouvent pas n'importe où. Donc il faut l'aval des États-Unis. Dans certains cas, on l'a vu avec le Pakistan, il faut même l'aval des États-Unis pour les utiliser au combat. Donc il y a eu un petit drama entre Pakistan et Inde avec l'utilisation de F-16. Les Américains avaient dit vous n'utilisez pas mes F-16 contre l'Inde. Donc voilà, vous achetez cher du matos, mais après on ne fait pas ce qu'on veut. Et dans le cas des Pays-Bas, comme ils achètent du F-35, ils n'ont aucun intérêt à se mettre mal avec les États-Unis. Oui. Et est-ce que ça peut répondre concrètement aux besoins des Ukrainiens, cette livraison? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, sur le champ de bataille, il y a un gros écart technologique entre ce que l'armée de l'air ukrainienne affiche. Donc, ils ont MiG-29, ils ont Sukhoi 27, ils ont du Sukhoi 25, et ce qui est en face avec les Russes, qui ont notamment du Sukhoi 35. Pour faire très simple, les Ukrainiens à l'heure actuelle, d'un point de vue combat aérien, ont de la technologie des années 70-80. En face, il y a de la technologie moderne, avec notamment les fameux missiles Foxtree dont on a beaucoup parlé, tir et l'oubli, et le F-16 permettrait à la fois de faire de l'attaque au sol, mais également de reprendre un petit peu le contrôle du ciel et de faire peur en tout cas, de maintenir à distance les Russes, donc de neutraliser un petit peu la capacité du contrôle du ciel des Russes. Donc oui, ça aurait un impact. J'ai lu que les pilotes ukrainiens auraient été formés aux États-Unis. Alors, effectivement, on dit beaucoup de choses. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une demande de funding, donc de fonds pour pouvoir les former. À l'heure actuelle, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, il dit que le type d'avion a été choisi, sans en dire plus, que les pilotes ont été identifiés. Ça parle de 30 pilotes et de mécaniciens identifiés pour envoyer un entraînement. Et ils n'ont pas communiqué de timeline. Donc apparemment, aux dernières infos de fin janvier, eh bien ils ont déjà choisi quel type d'avion, ils ont choisi les équipages qui parlent assez bien anglais pour être formés, et il est urgent d'attendre. Et en termes de volume, ça représenterait combien? Donc pour que ça soit efficace, ce qui est avancé, c'est par les Ukrainiens, ils demandent 2 escadrons. 2 escadrons de 12, ça fait 24 avions plus des réserves, je reprends leur terme, ce qui ferait une trentaine d'avions à peu près. Si on voit les Pays-Bas, au tout début, ils avaient quand même un paquet d'avions, ils ont acheté plus de 200 avions. À l'heure actuelle, ils en ont à peu près 28 en état de vol, mais ils seraient capables d'en livrer une petite cinquantaine. Le F-16, c'est l'avion de chasse le plus courant au monde, il y en a plus de 4600 qui ont été fabriqués, donc c'est vraiment pas un souci pour en trouver. Mais voilà, si vous avez moins de 25 avions, l'impact sur le champ de bataille va être assez limité. Je vous rappelle que l'Ukraine, c'est gigantesque. Donc il faut quand même un paquet d'avions pour avoir un impact. Petite question plus technique concernant l'entrée d'air par rapport au Mirage 2000, je crois que c'est différent, non? Oui, si on regarde l'entrée d'air des avions français de manière générale, là j'ai un super étendard, vous voyez l'entrée d'air ici, elles sont petites, nos entrées d'air, et même sur Rafale, il y a 2 réacteurs,
un réacteur, il a le droit qu'à ça comme entrée d'air. Le F-16 est une énorme entrée d'air et souvent le problème pour des avions supersoniques. Donc le F-16, il a une capacité bisonique. Bisonique, 2 fois la vitesse du son, Mach 2. Pour la petite histoire, c'est un avion qui pèse beaucoup, 13 tonnes de poussée. Le Rafale, c'est 7 tonnes 5 de poussée par réacteur. Donc c'est un réacteur qui a besoin d'énormément d'air quand il donne autant de puissance, le F-16. Et pour éviter que l'air ne rentre supersonique dans la manche à air et vienne casser le réacteur, eh bien, c'est le nez de l'avion qui vient casser en fait l'air, qui vient rendre l'air subsonique, et ça permet à l'entrée d'air qui est très reculée, eh bien, d'éviter justement l'air supersonique. Donc, ce que nous, on utilise sur Mirage 2000, par exemple, avec une souris, on en a parlé dans l'interview sur Mirage 4, avec cette souris qui avance et qui se déplace en fonction de la vitesse de manière à casser le vent supersonique, eh bien, eux, c'est le nez, en fait, le nez de l'avion qui a été réfléchi pour permettre de casser cet air supersonique et de permettre à un flux d'air subsonique de rentrer. Donc, quand vous voyez un F-16, dites-vous qu'en fait, c'est le nez qui fait... D'ailleurs, on voit bien que la souris a la même forme que le nez aussi. Exactement. Si on regarde les photos, on regarde le petit montage que nous fait Hugo, vous allez voir, c'est une autre manière de voir les choses. On aime bien dire que tout est plus gros au Texas ou aux États-Unis. Vous voyez, leur souris, elle fait la taille d'un nez avec un radar dedans. Ils font pas semblant. Le F-16, finalement, est-ce que c'est facile à piloter? Si tu en crois avec Glio de Fer, 1986, on a les naissances. Eh bien, un enfant, un adolescent peut piloter le F-16. Donc, si un ado peut y arriver, je suis sûr que n'importe qui peut y arriver. Il faut que tu te dises que l'appareil dans lequel tu es est une armure. Un aigle de fer que rien ne peut transpercer. Blague à part, c'est un avion qui est assez simple dans sa philosophie. À l'heure actuelle, ce que l'on sait de source sûre, c'est que les Ukrainiens s'entraînent avec des simulateurs de vol, notamment DCS, à faire du F-16. Donc ils vont arriver déjà avec du recul par rapport à la machine. Je suis sûr qu'ils connaissent déjà tout par cœur. On part comme de 30 pilotes. Ils n'ont pas beaucoup d'avions à l'heure actuelle. Il est probable qu'il y ait des pilotes qui ne volent pas tout court, et donc ils sont sûrement le temps, à temps plein, de bosser le F-16. Donc en termes de formation, en moins de 6 mois, il devrait pouvoir être opérationnel avec un assez bon niveau tactique sur la machine. Kiev a reçu des hélicoptères Sea King de l'armée britannique. D'où viennent ces hélicos? Eh bien, ces hélicoptères, ils arrivent d'Angleterre. Ils avaient été retirés du service il y a maintenant quelques années. Et ce sont des hélicoptères qui ne servent pas du tout au combat. C'est des hélicoptères qui, à la base, ont une vocation de guerre anti-sous-marine. Donc, à moins qu'ils aient envie d'aller chasser des sous-marins, mais il y a peu de chance. Derrière, de Search and Rescue, recherche et sauvetage. Donc, ce qu'on appelle le SAR. Il y a également le CSAR, Combat Search and Rescue, pour aller chercher des pilotes éjectés en territoire ennemi. Et ils ont également une capacité de ANW, donc en fait de guet aérien. On met des radars dessus et ça permet comme ça de faire détection radar depuis le ciel, ce qui permet de voir des avions en très très basse altitude. Quelle est l'origine de cet hélicoptère? Alors cet hélicoptère à la base, le Sea King, c'est Sikorsky. C'est le S-61 qui a fabriqué ça. Ça remonte quand même aux années 1959. Je vous rappelle qu'on est en 2023. Opérationnel dans l'US Navy de 61 à 2006, et vous le voyez d'ailleurs dans le film, l'excellent film Nimitz Retour vers l'enfer, c'est cet hélicoptère-là. D'ailleurs, il y en a un qui explose, je dis ça. Et c'était un gros succès commercial pour Sikorsky. Ça a été fabriqué par British Westland sous licence en Angleterre. Donc ces hélicoptères-là ont été fabriqués en Angleterre sous licence. Les Japonais avec Mitsubishi en ont fait, les Italiens également avec Augusta. Et au final, c'est plus de 1300 hélicoptères de ce type qui ont été fabriqués et des milliers de vies sauvées. Est-ce que tu peux nous les décrire? C'est gros, ça a 2 fois 1660 chevaux. Donc c'est des hélicoptères qui est rustique, qui fonctionne bien, mais qui est vraiment très rustique d'un point de vue avionique. Donc c'est un très bon hélicoptère pour faire du vol basique à vue dans un environnement qu'on connaît assez bien. Ils vont en livrer 3, je crois. Est-ce que ça fait sens de livrer 3 hélicos? Le problème de livrer 3 hélicos, surtout avec un hélico un peu vieillissant, c'est qu'il faut toute la chaîne logistique derrière, il faut former les mécaniciens. Donc là, à l'heure actuelle, la problématique qui peut se poser en Ukraine, c'est celle des micro-flottes. On livre 3 Seahawk, on livre X chars de tel type. Et le fait d'avoir toutes ces micro-flottes, comme on l'a déjà dit sur la chaîne, ça vous force à avoir, d'un point de vue RH, beaucoup de formation, beaucoup de micro-technicité, beaucoup de maintenance qui n'est bonne que là-dessus. Et c'est vite très compliqué à gérer d'un point de vue RH, donc c'est pas forcément les aider. Néanmoins,
Ah bah, si vous avez que ça, je pense que c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, on a vu les images, vous voyez les images, ils sont en train de faire de la récupération de pilotes éjectés. Maintenant, c'est pas forcément le type d'hélicoptère que vous prendriez pour aller en territoire ennemi. Maintenant, pour aller sur la zone de front, je pense qu'il pourra complètement faire le job. À voir, d'un point de vue leurre, comment ça va fonctionner, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de leurres tirées par les hélicoptères du côté du front. À voir avec quoi ils équipent ces Sea-King, parce que je pense que se rapprocher du front sans leurre infrarouge, c'est pas top quand même. Donc il faudra des leurres spéciaux ou alors ils installent des leurres d'origine soviétique dessus. Des photos ont circulé sur la toile, on voit des F-22 avec des missiles à l'extérieur des soutes. Que vaut d'abord les F-22? Alors le F-22 Raptor, j'aime bien son petit nom, c'est un avion moderne déjà. Alors on peut le voir comme assez ancien, mais pourquoi je dis moderne? Parce que son premier vol c'est 1997. Le Rafale, que j'aime beaucoup, premier vol plutôt dans les années 86. Donc le F-22 est quand même une technologie assez moderne, même si d'un point de vue informatique maintenant ça peut être vu comme ancien, mais dites-vous bien qu'il a fait son premier vol 10 ans après le Rafale. Opérationnel en 2005, quelques années après le Rafale Marine, ce qu'on peut dire sur le F-22, c'est que c'est un excellent avion de chasse et un excellent avion omni-rôle. Pourquoi je dis omni-rôle? Parce qu'il n'a pas seulement la capacité à faire du combat aérien, le F, mais ils l'ont passé en FA, A pour attaque, et à l'intérieur de ses soutes, il peut prendre des bombes, et du coup, il sait faire ce qu'on appelle du swing roll, rentrer en territoire ennemi, se faire sa place en abattant les adversaires, tirer ses bombes, et après protéger son retrait. Le tout en restant furtif et supersonique. Et c'est là où le F-22 m'impressionne et impressionne beaucoup de monde. Parce que par exemple, si on prend le Rafale, si on veut mettre des bombes, on n'est plus supersonique, et en termes de furtivité, on en est loin. Est-ce habituel comme pratique de mettre des missiles à l'extérieur des soutes? Alors justement, le fait de mettre des missiles à l'extérieur des soutes, c'est se tirer une balle dans le pied d'un point de vue surface équivalente radar, d'un point de vue furtivité, à différents niveaux. Alors, je ne suis pas dans le secret du F-22, mais à partir du moment où vous accrochez souvent des missiles en point extérieur, il faut des lance-missiles, il faut les accrocher. Donc une fois que même vous avez tiré vos missiles, l'avion ne passe pas magique, comme par magie, super furtif. Il vous reste ces points d'accroche. Donc ils ont peut-être la capacité à les larguer, et tu te doutes bien que si à chaque fois que tu tires tes missiles extérieurs, derrière il faut larguer les points d'accroche, d'un point de vue logistique, d'un point de vue coût, tout ça, c'est pas très rentable. Donc ça serait intéressant de savoir si une fois qu'il a tiré ses charges en point externe, il a capacité à se débarrasser de ses lance-missiles et du coup à redevenir furtif, ce qui serait à ma connaissance une première mondiale. Donc ça c'est un point à voir. Sinon, tout simplement, ils se disent, vu la furtivité globale de l'avion, vu les capacités de l'adversaire, vu notre rallonge, et bien dans certains cas, on peut faire une croix sur la furtivité parce qu'on a besoin de plus de missiles. Donc là, ça peut être par exemple se dire, on va avoir beaucoup d'adversaires, d'une technologie moindre en face, on va y aller, on va leur mettre des baffes, on a une telle allonge au niveau de nos missiles que... On peut aller justement jusqu'à combien de missiles? Alors, au niveau du nombre de missiles embarqués, ça c'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'heure actuelle, chez les Américains, on est dans la surenchère. On est dans la surenchère. Le Rafale, on peut embarquer 6 missiles aériens. On va prendre 2 Mika IR et on va prendre 4 Mika EM, donc ça nous fait 6 missiles. Si tu regardes le F-15, notre avion américain, 8 missiles. F-16, on parlait 6 missiles. F-22, 8 missiles. 8 missiles. Et le F-35, lui, il est sur à l'heure actuelle 6, mais ils vont essayer de le passer à 8. Donc on est sur quand même, du 8 missiles. Certains en intérieur et les autres qu'on peut mettre en extérieur. Du coup, on parle de beaucoup de missiles, mais est-ce qu'en termes de stock, on les aura ces missiles? Alors, les doctrines occidentales, on ne part jamais tout seul au combat. Pour protéger un espace aérien, il faut être au minimum 2, idéalement 4. On va dire, pour protéger un point, il vous faut 2 avions minimum, je dis bien minimum. Dans un monde idéal, c'est plutôt la guerre. On va dire 4 avions en air remplacés toutes les heures. Donc vous doutez bien qu'on va prendre par exemple le Rafale, 6 x 4, 24, donc ça fait 24 missiles qui peuvent être éventuellement tirés par heure. Vous défendez la zone, on va dire 10 heures par jour, ça nous fait 240 missiles. Vous faites ça pendant 5 jours, ça fait plus de 1000 missiles, et en regardant en source ouverte, on a plus ou moins fait le stop français. Est-ce que les Américains en ont beaucoup de F-22? Alors c'est toujours pareil, quand ils lancent un programme, ils se disent on va en acheter plein, ils vont en avoir 750. Au final, eh bien, le dernier a été livré en 2012 et on est sur 195 exemplaires fabriqués. Donc, c'est pas tout à fait la même. Néanmoins, c'est un gros avion. Hein. Il fait 19 tonnes 7 à vide. Donc, c'est quasiment le poids d'un Rafale équipé à vide. Au maximum, il fait 38 tonnes.
Donc c'est du gros chasseur, 2 fois 15 tonnes de poussée, Mach 2,25, un Rafale, Mach 1,8 sur le papier, et niveau 650, il peut monter quand même assez haut. Donc c'est du gros avion. Hein. Tu aurais une petite anecdote sur le M12? Ouais, anecdote au combat. Alors c'était pas moi qui l'ai raconté, enfin qui l'ai rapporté cette anecdote. Moi ce jour-là, je donnais du pétrole à mes camarades qui partaient du côté de l'Irak, Syrie, pour faire un vol de bombardement qui était prévu où il y avait différents avions. C'était une frappe avec la coalition. Et mon camarade arrive sur zone, il est à 3 ou 4 minutes de la zone d'objectif et il se dit tiens, c'est bizarre, les Américains sont pas là, les F-22 sont pas là. Et on les voit sur la liaison de données. Tu ne vois pas forcément au radar, mais tu vas les voir sur la liaison de données parce que tout le monde partage sa position. Et en fait, sur un avion, le display ne te montre pas beaucoup ce qu'il y a derrière. Quand tu es en mode attaque, tu ne regardes pas derrière, tu avances. Et ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'en fait, il y avait les F-22 qui arrivaient par derrière. Mais là où les Rafales étaient à vitesse subsonique, on n'aurait pas la vitesse, les F-22, eux, sont arrivés à l'heure, mais à supersonique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que si toi, tu es à Mach 0,9 et qu'un F-22 arrive à Mach 1,9, ça fait donc 1 point de Mach d'écart. Chaque minute, il te prend 18 km. C'est-à-dire que tu peux être à 4 minutes de l'objectif. Si lui est à 1 point de Mach au-dessus de toi, eh bien, ça veut dire qu'on a dit chaque minute, il te prend 18 km. On va faire simple, on va dire 20 km, 80 bornes. Et en 4 minutes, il te récupère 80 bornes. Il est où? Ah bah, il est là. Et ça les avait un peu surpris, les collègues. Et du coup, derrière, ils décélèrent. Hop, ils ouvrent les trappes, ils tirent leurs bombes. Et derrière, ils passent en mode protection aérienne, genre rentrez chez vous tranquille, on est là, on sécurise le terrain. Donc d'un point de vue aéronautique, enfin moi je m'en cache pas, j'ai toujours dit que j'aurais toujours rêvé d'être pilote de F-22 à Hawaï. Je pense que c'est des réservistes, tu vois, le meilleur de tous les mondes. Quoi. Donc c'est quand même un avion sympa. Tu l'as déjà dit, je me souviens. Je l'assume complètement. Mais je suis ni hawaïen, j'ai pas la bonne chemise et de toute façon je suis pas américain. Donc, Maintenant on va parler du F-117. Alors le F-117, retraité ou pas? Ah, ça c'est la grande question. On va pas demander au gouvernement actuel. Nous n'allons pas sur ce débat-là des retraites. Néanmoins, eh bien, il y a eu un appel d'offres qui est sorti en source ouverte et qui spécifie que l'armée américaine recherche de la logistique, du stockage et de la démilitarisation pour des F-117. Donc 2-3 avions à démilitariser par an, une dizaine vont être offerts à des musées, du stockage longue durée pour les autres, mais, c'est ça qui est intéressant dans l'appel d'offres, de la logistique et du soutien pour maintenir les F-117 en vol. Et régulièrement dans le désert, du côté de Tonopah, c'est en gros à 250 km au nord-ouest de Las Vegas, eh bien, il y a des F-117 qui sont photographiés en vol. Pourtant, ils étaient censés être arrêtés depuis 2008. Exactement. Donc, arrêtés officiellement en 2008, eh bien, on voit clairement que ce n'est pas le cas. Ils auraient participé en tant que raiders, en tant que méchants. Ils simulent les méchants dans certains vols, notamment le Red Flag en 2020, mais également lors d'attaques de groupes aéronavals américains en entraînement. Donc c'est intéressant de voir que les États-Unis disent qu'officiellement ça ne vole plus, mais en même temps font des appels d'offres pour les maintenir en vol. Est-ce qu'ils ont déjà été utilisés au combat? Oui, la première utilisation, c'était l'invasion de Panama en 1989. Donc là, on est quand même sur la première génération d'avions furtifs, que beaucoup de personnes ont pris pour des ovnis au début. Donc invasion de Panama, les toutes premières bombes guidées, c'était vraiment pour eux, les bombes guidées GPS, c'était vraiment pour le F-117. F-117 qui est monopilote, qui, contrairement à la forme, n'est pas supersonique malgré cette flèche. C'est du Mach 0,9 comme un gros avion de ligne. Il peut prendre que 2 bombes en soute, ce qui n'est pas beaucoup. Un pilote opérationnel de 81 à 2008, invasion de Panama en 89. En Irak, 36 avions ont été envoyés. Donc il a fait les différentes guerres d'Irak et il a fait le Kosovo également en 99. Au début, il y avait 12 avions, après 24 et il a eu des pertes au combat. Ah oui, combien? Et il y en a un qui a été abattu par un S-125. Le S-125, vous le connaissez tous, c'est le système solaire qu'on voit dans Top Gun Maverick. Donc c'est vieux de chez vieux, hein. C'est première génération. Il y avait ça au Vietnam. Et bien avec un S-125, du côté de Belgrade, ils ont réussi à abattre un F-117, ce qui n'a pas été bon pour le marketing américain. Et récemment, dans un podcast, Tuna, c'est son call sign, un pilote qui était sur F-117, a confié, et ça n'a pas été démenti par les Américains, qu'un autre F-117 avait été touché peu de temps après. Et Tuna a été médaillé parce qu'il a accompagné l'autre F-117, a réussi à le ramener à la maison, alors qu'apparemment, c'était pas facile. Donc, un perdu, un autre endommagé par du S-125.
Et ça, c'est quelque chose eh bien, que j'arrête pas de répéter. C'est pas parce que vous avez un truc ultra cher, ultra moderne, au top de la technologie, qu'un coup de couteau peut pas vous faire mal. On peut voir le S125 comme une vieille technologie pas chère, hein, c'est pas cher un couteau. Et ben, vous pouvez être le meilleur combattant du monde, un coup de couteau, ça reste un coup de couteau. Maintenant, on va parler de cette vidéo très surprenante au Danemark. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, donc elle a fait le buzz, alors que c'est une vidéo qui a maintenant quelques années, et ce qu'on voit, c'est une attaque de base old school, quelque chose qui se faisait plutôt dans les années 80, parce qu'à l'heure actuelle, on n'attaque pas du tout une base comme ça. On voit 9 F-16 qui arrivent de toutes les directions. Pourquoi c'est très intéressant? Eh bien, tout simplement parce que, on va en reparler dans les prochaines semaines, l'accident entre le B-17 et le P-63, Air Cobra qui avait lieu aux US, c'est principalement dû à une absence de déconfliction en altitude, ce qu'on appelle les blocs. Et là, avec cette vidéo qui peut sembler être une sorte de foutoir, en fait, la sécurité a été réfléchie. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a différentes strates, différentes altitudes. On en a qui arrivent aux alentours des... Ça ressemble à du peut-être 300, 400, 500 pieds. Un autre qui est très très bas. Bon, là, on peut en reparler niveau sécurité. Et les autres qui sont plus hauts. Donc, en fait, chacun a ce qu'on appelle une altitude sanctuaire. Et ça va permettre d'arriver sur le même objectif, en même temps ou quasiment en même temps, de toutes les directions différentes. C'est quelque chose de très important dans l'aviation de chasse, c'est ces fameux sanctuaires. Dès qu'on fait des exercices, eh bien, chacun a une altitude, chaque patrouille a une altitude. Et si au sein de ta patrouille, eh bien, tu te perds, eh bien, tu as encore d'autres altitudes. Et on a le droit de descendre jusqu'à 250 pieds. Donc ça fait pas beaucoup de déconfliction les uns avec les autres. C'est dangereux à réaliser ou... Non, non, c'est pas dangereux. Il faut avoir une bonne conscience de la situation. Il faut bien regarder autour de soi. Il faut que ça soit briefé. Il faut que ça soit travaillé. Si on fait ça sans avoir briefé, c'est une faute. Hein. C'est criminel, j'ai presque envie de dire, parce qu'il ne faut pas oublier que le pilote est responsable de son avion, mais c'est à l'État. C'est-à-dire que c'est aux citoyens, c'est aux contribuables. On ne fait pas n'importe quoi avec. Donc là, ils se sont fait plaisir, ça c'est sûr. D'un point de vue tactique, on peut en reparler, mais c'est un bon team building pour pilote de chasse. Et surtout pour les personnes au sol. Je pense que le plus sympa, c'était pour ceux au sol. Et pour nous, 3 ans après, sur Internet, qui profitons de ces passages avec la post-combustion allumée du F-7. Donc voilà, on espère que ce nouveau format d'Au-delà du cockpit vous a plu. Si vous avez des questions, des faits d'actualité, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Et une fois par mois, on y répondra. Et on vous dit au mois prochain pour ce format-là. Et d'ici là, bye safe.